Super! Super! Je suis né en 1924, l'année que Lénine est mort. Oui, je suis né à Besson, dans l'Allier, bien sûr. Mon père était maréchal ferrant, ma mère était ménagère, et je suis né à côté de la Forge. Et puis, après, la crise de 29, mon père est venu dans la région parisienne, et j'ai suivi, bien sûr, tout petit. Je suis arrivé sur Aubervilliers en 1928, par là. Et après, j'ai habité Aubervilliers chez mes parents, bien sûr. Et puis après, bon, ça a été l'école à Aubervilliers, ça a été l'école à La Courneuve, et puis on a grandi, et puis on est arrivé à la débâcle. On est arrivé à la débâcle de 1940, aller dans le train, avec un oncle, une tante, un cousin, une cousine, et puis le train qui a mis 3 fois plus de temps qu'il en faut pour venir jusqu'à Moulins. Et je me suis retrouvé à Le Roubeau-Bonnet, comme garçon de ferme, et c'est là que la Gestapo est venue me cueillir, mais 4 ans après. Ils m'ont regardé, ils m'ont vu, ils se sont trompés, mais moi je ne me suis pas trompé, j'ai foutu le camp. Et je suis revenu, j'avais bien peur qu'ils me remettent la main dessus, je suis venu tout doucement, avec les chiens dans les jambes, les chiens qui ne jappaient pas, ça voulait dire qu'il n'y avait personne. Ensuite je suis rentré dans la ferme, j'ai pris le sac à dos, la valise, sur le porte-bagages, et je suis parti chez un oncle. Et de cet oncle-là, je me suis retrouvé dans une ferme où, j'ai au boulot. Et puis après, il y a eu la libération, où je me suis retrouvé avec un fusil de chasse dans les mains, dans un carrefour, avec mon vieil oncle, à veiller par où allaient passer les Allemands qui se repliaient de Montluçon. Là, c'était un communiste qui a monté ça. Et tu iras pas doucement et tu vas voir ce qu'il y a un peu plus loin. Laisse faire. Là, tu vas regarder tout de suite le mur. Voilà, il va te poser le marteau. Ah, j'ai pas y aller là, il y a la faucille et le marteau. Voilà. Faut le faire, hein. Oui. Regarde là. La sœur à Geneviève. Voilà. La numéro 3, celle-là. Ah bon? Bonjour, Bon, ça, c'est 2 vieux copains de Pantin. Enfin, 2 vieux, tu vois, ils sont plus vieux que moi. Oh, 66. Santé, monsieur. Bonjour. Ça va bien? En forme? Ouais, oui, ça va mieux. Elle a bien dormi? Non, C'est pas Polo. trop. Polo, il a mal dormi. Et ben, tu vois, le Paul, il s'est élevé là, tout au dans ses chambres. Là. Paul. Ah ouais? Ah ouais. Tout le temps là? Ah ouais. Une question, pourquoi la Gestapo te recherchait? Et ben, la Gestapo me recherchait parce que, d'une part, j'avais écrit à mes parents que j'irais pas au camp de jeunesse, il n'y avait rien à faire. Et la Gestapo, il ne faut pas oublier qu'il y avait la censure partout. Les facteurs, c'est souvent qu'ils transportaient des lettres qui avaient été ouvertes parce qu'il y avait des services dans les préfectures, des services allemands et même français, qui fouillaient les lettres et qui regardaient tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et c'est comme ça que mon père a été convoqué rue des Saussets, au ministère de l'Intérieur, qui était occupé par les nazis à l'époque, hein, et qu'on lui a dit où est votre fils? Il a dit mon fils, les dernières nouvelles que j'ai eues, il était dans les Pyrénées-Orientales, et je ne sais pas ce qu'il est devenu, si ça se trouve, il est parti en Espagne. Et puis après, il y a eu la libération, l'armée, et puis je me suis retrouvé en Allemagne. Et puis, ma foi, après, il y a eu le coup de Chambard de Haiphong en Indochine, hein, où le Thierry d'Argentlieu avait bombardé inopinément, c'était un coup monté en définitive, pour permettre à la France d'entrer en guerre contre le peuple indochinois. En définitive, c'était ça. Voilà. Et puis là, bon, je m'en suis tiré, et puis je suis revenu quand même au bout de 30 mois. Ça fait beaucoup.
Mais avant, ça peut faire partie du décor, avant, quand je suis parti d'Angoulême, puisqu'on avait été rassemblés, tous les troufions qui devaient partir, ils ont formé un train à Angoulême. Là, j'avais télégraphié, pas télégraphié, j'avais fait ce que j'avais pu pour avertir ma future femme, et elle est venue me voir à Angoulême, et on a fait la dernière bise avant de partir. Et je vous assure que j'étais pas en forme, parce qu'on avait pris toutes les piqûres avant de démarrer, que ce soit le choléra, que ce soit ce que ça voudra, et j'étais vraiment pas en forme, mais on a fait la bise quand même, et je suis parti, et on s'est revus 30 mois après. Voilà. Ça, c'était la jeunesse de Fernand. Fallait la vivre, hein, fallait la vivre. Enfin, c'est comme ça. Il y en a plus d'un, certainement, qui a partagé la même difficulté que moi. Hein. Faut pas se faire d'illusions. On est d'une génération où on en a vu quand même pas mal. Hein. Faut se rendre compte que avoir 14 ans et demi, quand la guerre se déclare, être à l'école et puis se retrouver après avec la Gestapo au cul 5 ans après, ça fait mal. Voilà, impeccable. Impeccable. Par contre, le père Octave, il est passé dans la postérité. Il est bien, hein, avec sa casquette et tout. Ah bah oui, hein. Ah oui. T'as une belle oreille, hein. J'étais un peu coincé parce que comme je suis derrière, Oui, Elle est propre. Ouais, elle était propre. J'arrive, 100 mètres de la maison, j'avais les chiens dans les jambes. Il y a l'oreille et le nez. Oui, oui. Il a Mais il mal. est bien, beau profil. On s'était connus en 1942. On n'était pas vieux. Et depuis, on a eu une fille, des petits-fils et puis et un arrière-petit-fils. Voilà. Avec la Geneviève Bons, qui est devenue Madame Léna, bien sûr. Hein. Voilà ce qu'il en a été. Et puis ensuite, on est monté chez mes parents à la Courneuve. J'ai travaillé comme frappeur en force chez Babcock. Après, je suis parti donc à l'armée à la Libération, puisqu'il y avait la Libé, là. Hein, je suis revenu de l'armée et j'ai repris du travail. Enfin, j'ai trouvé le moyen d'être réembauché chez Babcock. Et là, je suis devenu reproducteur en traçage. J'avais quand même quelques éléments de l'école qui m'étaient restés, de géométrie, etc., de calcul, et ma foi, j'ai fait ça. De là, je suis rentré à la RATP, et à la RATP, je suis devenu receveur, machiniste, etc. Et mes bonnes idées n'avaient pas changé, et j'ai adhéré au Parti communiste. Et depuis, ça fait 50, je ne sais pas, moi, je n'ai pas compté, et ça fait 50 ou 55 ans que je suis au Parti communiste. J'ai adhéré en 56, mais il y a un moment que j'étais dans les jupes du parti, hein, pas d'histoire. D'ailleurs, j'avais des responsabilités syndicales énormes, puisque je suis devenu secrétaire du syndicat CGT de toute la RATP. Alors, roulant, hein, les routiers. Hein. Et après, j'ai été même membre du comité d'entreprise de la RATP, au nom de la CGT, bien entendu. Et voilà. Le militant communiste, il faisait son chemin tout doucement. En 62, j'avais eu, avec les responsables du parti, une entrevue. Ils m'ont dit, on va essayer de te mettre en congé spécial, parce qu'on va essayer de préparer la campagne électorale pour gagner la municipalité de Pantin. À l'époque, le parti, c'était quelque chose de dur. Hein. À moi, on m'a dit, tu seras membre du conseil municipal, c'est tout ce qu'on m'avait dit. Mais quand les élections sont arrivées, avant l'élection du maire, 8 jours avant, on me dit, tu vas être maire adjoint. Je dis quoi, hein? Maire adjoint d'une ville de 45 000 habitants. Moi, le machiniste qui sort de ma campagne, eh oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu vas être à côté de Jean Lelive. Le Jean Lelive, qui lui s'était cogné Matarosen et qui était rentré à 40 kilos de la déportation. Et je me suis retrouvé à côté de mon Jean, premier adjoint dans une ville de 45 000 habitants, hein, avec
1500 employés municipaux ou quelque chose comme ça. Il y avait 3500 membres dans les écoles et tout. Oh là là, le petit gars du bois d'Ayan, hein, ça lui faisait lourd. Et il a fallu continuer. Et ça a continué. Et notre Jean nous a quittés en 68, usé, pauvre gars. Usé, parce qu'il y a eu les événements de 68 qui l'ont foutu à genoux. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Hein. Nous, on était jeunes, on tenait le coup. Mais lui, né en 1910, ça arrangeait pas les choses. Et il est parti. Quand il est mort, eh ben, il y avait des gens, on partait des Courtilières, il y avait des gens déjà arrivés au cimetière, avec des couronnes, il y avait des milliers de personnes. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si tout Pantin était fermé, sûrement, c'était effrayant, quoi. Ah oui, c'était vraiment un enterrement formidable, quoi. Oh là là, oh là là. Quand il est décédé, il y avait, mais alors, il y avait une queue que les gens venaient parce qu'il était embauché, forcément, tu sais, alors il était à même, tu le voyais dans sa bière. Combien de sang? Combien qu'il y avait de queues, combien de sang qu'il y avait des journées, toute la journée, du matin jusqu'au soir, que j'étais là que pour venir le saluer. Ces obsèques, c'est un moment incroyable parce qu'il y a des grandes personnalités qui assistent à ces obsèques. Il y a quand même le président de l'Assemblée de droite, Jacques Chaban-Delmas, qui rend hommage à Jean Lelive. Il y a une foule considérable qui vient aux obsèques de Jean Lelive, des Pantinois, des gens de la circonscription, des militants communistes, des militants socialistes, qui viennent rendre hommage à ce type qui, après ce qu'il a enduré, a bataillé, a voulu effectivement rendre le bien pour le mal qu'on lui avait fait, comme si c'était une course de vitesse, comme si c'était une course contre le temps, quoi. Jean, c'était un généreux, forcément, lui. Alors, tout le monde le connaissait, quoi. C'était même pas un maire, c'était un frère pour tout le monde à Pantin. Moi, je pense que c'est ça. Il est parti carrément, si bien que après on m'a tapé sur l'épaule en disant: eh ben mon pote, la place est libre, c'est pas qu'elle est chaude, mais faut que tu la prennes. Hein. Et pas d'histoire, j'ai été élu maire de Pantin. Puis après, ben, on a eu Fernand Lénat. Alors là, c'était pas pareil. Fernand, c'était un petit peu plus serré, là. Les communaux, il allait les chercher au bistrot, tu vois, puis il les sortait du troquet. Alors ils n'étaient pas contents, tu vois, forcément, hein, parce que c'était la pagaille. Hein. Avec Jean, on faisait ce qu'on voulait. Hein. Mais là, ben, vous le savez, ça déjà. Fernand Lénat était un homme très honnête, pas assez sûr de lui alors qu'il avait d'énormes qualités. Et il n'était pas sûr de vouloir accepter la charge de maire. Et je me souviens très bien qu'il était venu me parler, demander mon avis. Moi, j'étais partisan qu'il prenne cette charge. Je pensais qu'il était tout à fait apte. Il me disait: mais je sors de mon bus, je suis adjoint depuis 3 ans, premier adjoint depuis 3 ans, je ne peux pas assumer cette fonction de maire, surtout après le livre. Et Fernand Lénat s'est révélé être un maire admirable, puisqu'il a fait un mandat et demi. Et j'ai été redoublé, élu, et on avait déjà complété la municipalité avec 2 copains, Guy Léger et Jacques Isabelle, puisqu'il y avait Jean Lelive qui était décédé et un autre de notre liste qui était mort aussi, un peu de vieillesse, pauvre gars, quoi, bien malade. Si bien qu'on a bouché 2 trous avec nos 2 copains, et dont un, on en a fait premier adjoint à un petit moment, et puis l'autre, on en a fait le maire quand Fernand Lénat est parti. Alors j'ai été élu dans le même état d'esprit que était composé le conseil municipal, enfin le groupe tout au moins des élus communistes, c'est parce que j'étais un ouvrier, et entre autres un OS. Et donc je venais aussi avec cette qualité-là, et celle de militant syndical, connu dans la ville. Et la candidature de Jacques s'est faite sur la même base aussi. Il travaillait à la RATP, il était militant du parti, militant de la CGT, et il avait déjà d'autres responsabilités dans le parti qui ont fait que, dès son élection, il est devenu adjoint. Moi, je suis resté à travailler à la police, donc je n'ai été que conseiller municipal. Alors, avec Fernand Lénat, on a formé une vraie équipe. Moi, je peux dire, c'est le maire avec qui j'ai le plus partagé.
Certains peuvent penser que c'est pas bien, il y ait une sorte de direction bicéphale, mais en respectant, je dirais, le trait, le maire c'était le maire, et tout ce qui dépendait de la fonction du maire, Fernand l'accomplissait vraiment totalement, mais il déléguait beaucoup, et il m'avait beaucoup délégué, notamment à l'époque, puisque j'avais en charge l'urbanisme, les services techniques et le logement. Alors, bon, l'Épilena, il a été maire pendant de 68 à 77, pendant 9 ans, mais lui, il a fait aussi beaucoup de choses. Par exemple, je parlais de l'école Jean-Lavie, bon, bien sûr, c'est lui, moi je suis maire adjoint, mais enfin, c'était lui qui était maire, qui l'a poussé. Il y a eu des tas de projets qui ont été alors, tiens, par exemple, le centre administratif, il s'est construit dans cette période-là. Alors, ça a été élaboré du temps de Jean Lelive, c'est l'ENA qui a poussé la construction, qui a mis la construction, qui l'a même, les travaux ont même dû débuter quand Fernand Léna était maire. Et puis il y a eu dans le domaine scolaire, il y a eu des tas de choses faites avec Fernand Léna. Par exemple, moi je dis très bon, alors l'école Jean Lelive dont je parlais tout à l'heure, c'est lui qui a fait, c'était le projet antérieur, mais il y a des trucs, par exemple la construction du lycée, parce que le lycée, il y a pour moi c'était aussi original de ce point de vue, c'était un lycée communal. Les lycées étaient tous des lycées d'État, nous on avait un lycée communal, qui était l'actuelle école Sadi Carnot. Il y avait le lycée, il y avait une école Sadi Carnot, puis il y avait une école d'apprentissage, dans le même bâtiment actuel. Et on voulait bien sûr un vrai lycée, parce qu'il disposait de tout ce dont doit disposer un lycée. On avait fait des manifestations, enfin, ça avait déjà été revendiqué bien sûr par Fernand Léna, par Jean Lelive, mais quand Fernand Léna a été élu maire, on a fait beaucoup de choses là-dessus. Il a fait beaucoup de choses là-dessus, pour qu'on construise le lycée. Alors avec Fernand Léna, il y a eu cette bataille pour effectivement relancer la construction de logements sociaux, mais il y a eu aussi toute cette volonté de poursuivre la politique qu'avait lancée Jean Lelive de réalisation d'équipements pour toute la population. Donc on a beaucoup travaillé pour améliorer les centres de santé. Alors ça a été, on pourrait dire un peu de l'agricole, par exemple, le centre de santé Cornet, on l'a rénové plusieurs fois. Le centre de santé Ténine aussi. Il faudra attendre plusieurs années sous le mandat de Jacques Isabelle pour qu'on construise un nouveau centre de santé Cornet. Au plan culturel, il y a eu aussi un certain nombre de réalisations, alors qui s'est appuyé sur la création du conservatoire, École nationale de musique, qui s'est fait, je dirais, un peu au moment où, en fin de mandat, et au moment où allait arriver Jacques Isabelle. Il y a eu des rénovations dans l'état des salles, alors qu'on n'appelait pas Jacques Brel pour celle des 4 chemins, mais qu'on appelait le 42, parce que c'était 42 rue Édouard Vaillant, et le 104, parce que c'était 104 avenue Jean Lelive. Le cinéma est venu bien après, sous l'impulsion d'André Corzec, quand il a été maire adjoint à la culture, et avec Isabelle comme maire. Et il y a eu la création de la bibliothèque, Elsa Triolet. Il y a eu un soutien à l'harmonie. Et il y a eu un développement aussi je dirais des enseignements périscolaires. L'école des sports, d'un côté, et l'école de musique de l'autre, avec les différents cours possibles. Alors l'idée, je dirais, a surtout été mise en chantier, mais ça s'est vraiment réalisé à partir du mandat de Jacques Isabelle, c'est-à-dire après 77. Il y a eu des rénovations aussi des maisons de retraite, parce que Jean y tenait beaucoup, et Fernand Léna aussi, donc il y a eu aussi là des travaux de réaliser dans ce domaine-là. On peut dire que Fernand a joué vraiment un rôle de maire à part entière, et il a mené une équipe pour qu'on réalise aussi dans tous les domaines, comme l'avait fait avant lui Jean Lelive. Et je pense que ça a permis aussi, pour aller vite, de déblayer le terrain pour que le maire qui venait en succession de Fernand, Jacques Isabelle, puisse être encore plus réalisateur. On a construit des écoles, on a construit des dispensaires,
On a même construit une caserne de pompiers, on a construit un centre administratif, on a fait des crèches, on a fait la petite maternelle en bas, au bord du canal, on a fait les allumettes. Les allumettes. Il a fallu liquider les vieux bâtiments de la factory d'allumettes, là, et il a fallu construire à la place un collège, une maternelle et du primaire. Tout ça, ça allait de l'avenue Édouard Vaillant, ça allait de l'autre côté jusqu'à la rue Josserand. On n'était pas restés les deux pieds dans le même sabot. Hein. Dans l'ordre, je pense que le comité de jumelage, le premier qu'on a fait, ça doit être avec Moscou. Avec Dzerzhinsky, qui était un arrondissement de Moscou. On a fait ce comité de jumelage et on a échangé avec, bon, bien sûr, des officiels, hein, mais on avait échangé aussi des enfants. Des enfants. Et on a reçu des enfants soviétiques comme ça. Formidable. D'ailleurs, on les a emmenés, il y avait un paquebot soviétique, le Chotarousaveli, qui était parti en excursion vers le pôle Nord. Mais il avait fait escale au Havre. Ah, dis donc. Et on avait les petits soviétiques, là, à Pantin. Alors on a dit ça, comme on sait que le bateau, il a fait escale, il va rester une journée, 2 jours là-bas. Allez, un quart un quart ou deux, je ne me rappelle plus. On a emmené les mômes là-bas au Havre, hein, et dans la plus grande salle à manger du paquebot, un paquebot qui faisait 3 fois la largeur de la perte, là, hein, un gros machin. Tu vois un petit peu. La réserve aux gamins au milieu. Alors, tu avais des touristes français, tu avais des touristes russes, tu avais des touristes italiens, tu avais tout, mais rangés partout ailleurs. Ils avaient fait déplacer les tables de tous les touristes qui étaient dans le bateau pour laisser la place au milieu, dans la grande salle à manger, disons. Comme ça, comme ça. C'était le four. Oh là, c'est pas plus. C'est la caisse qui est vide. Ouais, t'en fais pas. Tu sais, ça m'est arrivé, les gars, ça aussi, il faut le savoir. Ça m'est arrivé de me coucher le soir, déshabillé, 11h ou 10h du soir, aller me coucher à côté de ma moitié, elle peut te le dire, d'un seul coup, debout, crac, réhabillé, et foutre le camp. Où tu vas? J'avais ça, et j'ai oublié, je me rappelle plus ce que c'était, mais enfin bref, combien de fois? Oui. Combien de fois? Repartir, et puis, oh là là. Ah, c'est celle-là. Voilà. C'est la pile qu'il me faut là-dessus, moi. Ne nous en voulez pas, nos souvenirs sont là, au fond de nos regards. Gardez les yeux ouverts et soyez vigilants, certains ont tant souffert de bien mauvais moments. La jeunesse, partageons quelques souvenirs. La jeunesse, parfois il nous aide à vieillir. Le bonheur qui vous guette, il faut le provoquer, en faire la conquête, en conjuguant aimer. La jeunesse, croyez-nous car pour vous c'est l'heure. La jeunesse, ne laissez pas fuir le bonheur. Oui, bravo.
Super! Super!